Bonsoir à tous, il est 20 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 septembre. À la une ce soir, la première dame et les femmes du district d'Abidjan fêtent les 6 ans du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. D'un capital d'1 milliard, le FAFSI fonctionne aujourd'hui avec 10 milliards de francs CFA. L'édition de ce soir, c'est aussi les élections locales. Les choses avancent avec la remise du fichier électoral aux partis politiques et la formation des candidats sur le mode opératoire des élections municipales et régionales. Et une immersion ce soir dans le quotidien de 2 femmes élues, une baronne du PDCI et l'autre députée depuis 2016. Emploi du temps chargé, comment gèrent-elles leur agenda? C'est votre dossier politique de ce 20 h. Enfin, au Libéria, 15 personnalités interdites de sortie du pays depuis l'éclatement d'un scandale autour de la disparition de conteneurs et de sacs remplis de billets de banque. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La première dame et les femmes du district d'Abidjan célèbrent les 6 ans du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ça se passe à Abobo. Fonds lancé en 2012 par Dominique Ouattara avec un capital d'1 milliard. Le FAFSI fonctionne aujourd'hui avec 10 milliards de francs CFA. Le reportage de Mahama Traoré et d'Avor Assa. C'est dans l'enceinte de la nouvelle gare routière d'Abobo que la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et les femmes du district d'Abidjan se sont donné rendez-vous. Objet de cette rencontre festive, la célébration des 6 ans d'existence du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Grâce à ce fonds, ce sont environ 150 000 femmes de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire qui ont pu bénéficier de microcrédits pour lancer des activités génératrices de revenus. L'ensemble des prêts accordés à taux réduit s'élève à ce jour à 23 milliards de francs CFA pour un taux de remboursement de 96,5%. Ces fonds m'ont permis de créer 5 toilettes publiques. J'ai construit 5 toilettes publiques. J'ai créé un centre d'alphabétisation dans mon marché pour que les femmes apprennent à écrire et à lire. J'ai créé un bureau dans mon marché. J'ai fait aussi du vivrier parce que j'ai ravitaillé mon marché moi-même. Maman Dominique Ouattara, tu es cette maman-là même que toute la terre entière souhaiterait avoir. Mais nous, la Côte d'Ivoire, femmes de Côte d'Ivoire, nous t'avons comme maman, mais nous sommes fiers. Nous sommes fiers de toi, maman. En croire la ministre Ramatali Bakayoko, la mise en œuvre du FAFSI est un véritable levier d'autonomisation de la femme. Selon elle, le succès rencontré par ce fonds est à mettre à l'actif de l'initiatrice, la première dame Dominique Ouattara. Nous devons donner à l'émergence un visage féminin. Je reste en effet convaincue que les femmes ont leur partition à jouer pour la réalisation de l'émergence, qui est la finalité de la grande vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, que nous devons tous soutenir les femmes, à l'instar de Madame la Première Dame, car il est établi qu'aider une femme, c'est aider toute une nation. Pour plus de femmes autonomes, le FAFSI se dote d'une enveloppe additionnelle d'1,5 milliard de francs CFA dédiée aux femmes du district d'Abidjan, dont 200 millions pour la commune d'Abobo. De quoi réjouir l'initiateur de la tenue de cette cérémonie à Abobo, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Madame la Première Dame, quand vous soulagez les femmes de Côte d'Ivoire, vous aidez le gouvernement dans son travail de politique sociale. Car les femmes produisent de la richesse, les femmes sont autonomes et ça aide à la croissance et ça aide à apaiser les cœurs et le gouvernement peut travailler dans un environnement serein. Ce que Mme Ouattara fait avec vous va permettre d'aider vos familles, va permettre d'éduquer vos enfants, va permettre de faire en sorte que ces enfants soient un jour l'avenir de la Côte d'Ivoire et un bonheur pour vos familles. Pour sa part, la première dame, Mme Dominique Ouattara, a exhorté les femmes de Côte d'Ivoire à souscrire massivement au FAFSI pour jouer pleinement leur partition dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire.
Constitué à l'origine d'un fonds de démarrage d'1 milliard de francs CFA, le FAFSI est aujourd'hui doté d'un capital de 10 milliards de francs CFA généreusement octroyés par le président de la République. Il est important de rappeler ici que les prêts du FAFSI sont octroyés sans garantie ni frais de dossier et à un taux préférentiel. Le fonds s'adresse à toutes les femmes de Côte d'Ivoire sans distinction d'ethnie ou de religion, car chacune d'entre elles représente un pilier essentiel à l'équilibre de notre société. Mes chères sœurs, je sais que vos nouvelles activités génératrices de revenus vous permettront de soutenir vos familles et d'être financièrement autonomes et épanouies. Vous êtes des femmes battantes et j'ai foi en votre potentiel et en vos capacités. En plus des fonds supplémentaires alloués dans le cadre du FAFSI, la présidente fondatrice, Mme Dominique Ouattara, a fait don de plusieurs matériels aux femmes de la commune d'Abobo pour un coût global de 100 millions de francs CFA. Et pour que les femmes soient de plus en plus autonomes, le numérique est présenté comme une solution durable. D'ailleurs, le thème de la première session des rencontres du programme des Nations Unies pour le développement était « Quel regard nouveau et quelle stratégie nouvelle pour que le numérique devienne une alternative sûre pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire ?» Reportage Cheikh Koné. Tous les experts sont unanimes. La question de la suppression des obstacles à l'autonomisation économique des femmes est indispensable à la réduction de la pauvreté. Une des solutions pour parvenir à cette autonomisation est le numérique. Pour les participants à cette première session de la tribune du Programme des Nations Unies pour le développement, il était question de présenter le numérique comme un levier de croissance et d'opportunités à fort potentiel pour les femmes. Il est souvent dit que cette fracture numérique-là qu'on observe entre les hommes et les femmes crée un retard de développement. Que si aujourd'hui les femmes étaient réellement incluses dans le développement numérique, le pays pourrait gagner en points de PIB. L'objectif de développement durable, la numéro 5 de l'agenda 2030 des Nations Unies, préconise le renforcement de l'utilisation des technologies pour accélérer l'autonomisation des femmes. C'est à juste titre que le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, s'est engagé à en faire son cheval de bataille. L'alphabétisation pour le numérique, c'est un enjeu majeur. On peut accélérer la compréhension, le niveau d'éducation, etc. grâce au numérique. En même temps, si on n'y est pas, on peut tomber dans des trappes de la pauvreté, de la marginalisation, etc. En Côte d'Ivoire, la proportion de femmes dans l'économie informelle est importante avec un taux de 48,5% contre 36% pour les hommes. Une situation qui démontre que le taux de chômage est plus élevé chez la femme que chez l'homme. Le numérique se présente ainsi comme une solution immédiate et durable. Les conceptrices de l'application Agrima l'ont bien compris. Ces 3 développeuses d'applications ont créé un logiciel de géolocalisation qui vient en aide aux femmes des coopératives agricoles pour la commercialisation de leurs produits. C'est un challenge pour nous parce qu'on sera en fait comme un modèle pour toutes les jeunes femmes de la Côte d'Ivoire. Ça a été un rêve, une passion pour nous d'exercer dans le domaine des TIC. Mais aujourd'hui, aider ces femmes-là encore, apporter un plus à la Côte d'Ivoire, c'est vraiment notre devoir de citoyen et c'est un rêve pour nous. Les rencontres du PNUD ont pour objectif de présenter la situation des femmes, promouvoir des modèles d'innovation au féminin et mettre en place un cadre d'échange sur la question de l'autonomisation des femmes. Les femmes et ensuite les enfants, protégeant donc les droits des enfants, surtout des enfants vulnérables, enfants de la rue, enfants dits sorciers. Bref, Save the Children a mis un projet en place. Déjà 6 000 enfants bénéficient de ce projet dans 6 quartiers d'Abidjan. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Patricia Oumouetia pour plus de détails. Le projet Promouvoir et protéger les droits des enfants a débuté en 2017 et prend fin en 2019. 6 000 enfants des quartiers à forte concentration d'enfants des rues et autres enfants vulnérables sont visés par le projet. Ils viennent d'Adjamé, de Yopougon, d'Abobo, de Trècheville, d'Atekoubé et du Plateau. Les premiers résultats du projet indiquent que 100 communautés cibles ont été approchées afin d'améliorer leurs connaissances sur les droits des enfants. À mi-parcours, ce projet a déjà atteint 3 000 enfants en rupture sociale, victimes d'abus, de violences, d'exploitation ou de négligence. Il y a eu le phénomène des enfants qui a défrayé la chronique. Aujourd'hui, on n'utilise plus ces termes. On utilise les enfants soit en conflit avec la loi, pour ceux qui ont eu un contact avec la justice, et les enfants en rupture sociale,
qui sont tous ces enfants en situation de rue, tous ces enfants-là, ce sont des enfants vulnérables. Ce sont des enfants qui devaient se retrouver à l'école aux heures dites de classe. Ils se retrouvent dans la rue. Tout le monde est quand même responsable. Chacun a une petite part de responsabilité, mais les parents y sont également pour beaucoup. Le gouvernement a pris un décret qui institue le comité multisectoriel de lutte contre le phénomène des enfants en rupture sociale. Les concernés sont familiers de la mise en œuvre de ce projet qui va leur permettre de s'épanouir dans un environnement familial sans danger. Les parents doivent prendre l'engagement de protéger, de leur donner l'amour, l'affection. Selon le chef du projet, les acteurs travaillent sur 3 axes que sont la prévention, la réponse et le plaidoyer. Nous avons des activités de sensibilisation de masse, mais des activités de sensibilisation de proximité. Nous identifions des familles qui ont des enfants dans la rue ou à risque d'avoir des enfants dans la rue. Au thème de ce projet, c'est prendre en charge les jeunes filles. Mais avant de faire une prise en charge, c'est la prévention. Comment nous pouvons prévenir afin de ne pas avoir ces enfants dans la rue. Le projet Promouvoir et protéger les droits des enfants est financé à 80% par l'Union européenne et à 20% par Save the Children et bénéficie de l'appui de ses partenaires que sont le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et des organisations non gouvernementales ivoiriennes. Droit des enfants, droit à l'école, c'est la rentrée. Ce sont au total 4 millions de kits qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national cette année. L'opération est financée à hauteur de 14 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire. Cérémonie de lancement par le ministre de l'Éducation nationale, Atia Saleh, ce jeudi. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Un contrat de prestation de services entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe SGS a été signé ce jeudi au Premier ministère. Le contrat prend en compte un projet de gestion écologique des déchets électriques, électroniques et autres pneus usagés. On fait le point avec Alessise Ouedraogo. Dans un ordinateur que vous mettez à la poubelle, il n'y a pas moins de 4 kg de plomb et d'autres éléments toxiques pour la santé. Un récent rapport des Nations Unies indique que la planète tout entière roule sous le poids des déchets industriels, électriques ou électroniques, alors que le taux de collecte et de recyclage reste faible. Ce jeudi à la primature, pour prendre le taureau par les cornes, l'État de Côte d'Ivoire a signé un contrat de prestation de services avec la société SGS en charge de la mise en œuvre de solutions intégrées dans le dit secteur. La mise en place de cette filière contribuera non seulement à l'amélioration de la gestion des déchets dangereux, mais d'assurer la protection de l'environnement et de générer environ 10 000 emplois verts. Le groupe entend déployer ses actions à compter du 15 octobre prochain. Le transfert de déchets est interdit, mais il est facile de passer à travers cette interdiction en faisant une fausse déclaration. Donc nous allons nous atteler à faire ce contrôle. Nous allons nous atteler à faire la collecte pour le compte du gouvernement de la redevance qui servira à financer l'intégralité de la filière de recyclage. Mieux, l'entreprise s'engage à encourager et apporter son expertise aux jeunes structures déjà engagées dans le secteur. Il y a beaucoup d'intervenants déjà dans la filière. Il faut les encourager, il faut les garder. Mais il faut faire en sorte qu'ils aient les conditions également de faire un travail de qualité. Ils jouent un rôle très important, mais même leur activité pourra être valorisée et mieux financée à travers le programme. L'éco-participation devrait financer ces opérations de traitement des déchets. Et dans le même élan, le centre d'enfouissement technique sera livré en novembre prochain. En clair, c'est dans 45 jours. En tout cas, c'est ce qui ressort de la rencontre de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité ce jeudi. Anne Ouloto est revenue sur les réformes engagées par le gouvernement ivoirien dans le secteur de la salubrité. Ces réformes portent entre autres sur la création de l'Agence nationale de gestion des déchets et d'une police chargée de lutter contre l'insalubrité. Des réformes qui vont coûter plus de 45 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le reportage de Grace Kando dans nos prochaines éditions.
On s'intéresse maintenant aux préparatifs des élections locales en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, la CEI, a convié les candidats à une rencontre ce jeudi aux deux plateaux. À l'ordre du jour, la formation des candidats sur le mode opératoire des élections à venir et la remise de la liste électorale aux différents partis et groupements politiques. On fait le point avec Sidonie Davila. Les partis et groupements politiques sont désormais en possession de la liste électorale. Ils sont 21 à avoir reçu ce fichier sur support électronique des mains du président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Nous venons de remettre aux représentants des différents partis les instruments qui leur permettent de suivre toute l'opération que nous allons commencer bientôt. Il est évident que ce que nous souhaitons, c'est que ces élections se déroulent calmement. Il faut que tout se passe avec l'idée de maintenir la paix. Chacun devra faire sa campagne en respectant les règles qui président à ce genre d'événements. La sécurité, un des enjeux importants pour ces élections régionales et municipales du 13 octobre prochain. La CEI prévoit de déployer plus de 30 000 membres des forces de défense et de sécurité sur tout le territoire. La commission électorale indépendante entend faire face à toute menace sécuritaire. Les intimidations et actes de violence sur les populations, appel au boycott, entrave à la liberté de mouvement de la population le jour du scrutin, entrave aux activités de la CEI, perturbation de la campagne électorale. Nous avons identifié ces menaces et nous pensons que ces menaces doivent être traitées afin que les scrutins du 13 octobre se déroulent en toute quiétude. Nous avons, dans le cadre du plan de sécurisation de cette élection, avec les forces, un effectif de 30 000 gendarmes, policiers et militaires. Au programme de cette rencontre de la CEI avec les candidats aux élections régionales et municipales, une formation. Il s'agit de leur permettre de mieux s'imprégner du mode opératoire spécifique à ces élections couplées. Les représentants de l'Union africaine, l'UA et du NDI reçus par le ministre chargé des Affaires politiques au cœur des échanges, la diplomatie préventive, la reprise du dialogue politique et la réconciliation nationale. La suite avec Gabriel Zani. Le dialogue politique pouvoir-opposition doit être rétabli. Ce sont les mots d'Amadou Soumaoro, le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. De tous les sujets discutés avec la délégation du NDI, National Democratic Institute, l'accent a été mis sur cette question. Ce qui concerne le renforcement du dialogue politique, nous espérons pouvoir renouer avec lui pour rediscuter des modalités de la mise en œuvre de ce dialogue politique avec l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Le dialogue politique, base de l'apaisement du climat politique et de la stabilité, l'accès aux médias, la crédibilité du processus électoral, l'observation des élections, des sujets qui doivent être revus en concertation avec la société civile, les ONG et l'opposition. Le ministère en charge des affaires politiques compte sur les propositions du NDI dans ces domaines. L'Union africaine aussi a été consultée à cet effet. Le dialogue politique existait déjà. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement de le renforcer. C'est que sans dialogue, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Les élections locales couplées ouvrent une période charnière dans le pays. Amadou Soumaoro veut mener une politique préventive. Il faut qu'on réunisse tous les partenaires qui doivent prendre part à ce dialogue politique. Il s'agit de créer les conditions d'un environnement apaisé, les conditions d'un environnement de paix avant les élections. Les rencontres avec les organisations internationales entrent dans le cadre d'un programme initié par le ministère chargé des affaires politiques pour mettre en place des mécanismes de concertation entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. Nous allons découvrir ce soir deux femmes politiques, une expérimentée,
une des baronnes du PDCI, et l'autre est députée depuis 2016. Elle est à sa première mandature. Ces femmes ont des emplois du temps chargés et jonglent tous les jours entre foyer, vie intime et vie politique. Portrait croisé de ces femmes suivies pendant 24 heures par Sidonie Davila dans le dossier politique de ce soir. Regardez. Sur un terrain, dans une inhabituelle tenue de footballeuse, la députée de Galébré, Belmonde Dogo. C'est une scène de la nouvelle vie de celle qui a été élue il y a maintenant 20 mois. Cet après-midi-là, au stade de Galébré, elle donne le coup d'envoi d'un match entre femmes dans sa circonscription. Une de ses nombreuses activités au programme de son agenda tous les week-ends. Un agenda surchargé que cette novice découvre depuis qu'elle s'est engagée en politique. Pour moi, c'est important. Tu ne peux pas dire être un élu et puis vivre en dehors de ta population. Moi, j'aime bien me retrouver dans ma population, avec ma population. Je vis au quotidien les réalités de ma population de telle sorte que lorsqu'il y a un événement, je ne suis jamais surprise. À environ 200 km de là, Dimbokro, le bastion d'une autre femme politique, la sénatrice du PDCI, Bobi Assa, l'une des voix qui compte le plus dans sa région. Sur les murs de sa résidence, les photos souvenirs de grands moments de sa carrière. J'ai eu le privilège d'avoir une audience avec Jean-Paul II. Une vie de voyage, de réunions, de congrès, pas toujours appréciée par les enfants. Ils m'ont pardonné, maintenant ils sont tous grands. Mais quand ils étaient relativement jeunes, mais toi tu es tout le temps parti. Mais enfin il fallait gérer, il fallait leur faire comprendre. Et puis il m'arrivait des fois de venir avec eux. Quand c'était les week-ends, ça leur faisait plaisir d'ailleurs. Aujourd'hui encore, elle consacre la plupart de ses week-ends à la vie du parti. Ici, elle est l'invitée d'honneur de cette rencontre de militants. En 3 décennies de carrière, elle est devenue incontournable dans ce monde d'hommes. On dit de façon triviale, une dame de fer. Et parce qu'elle a une très forte personnalité qui dérange certains hommes qui veulent voir les femmes être femmes. Et elle sait ce qu'elle veut. Et quand elle le veut, elle obtient. À Abidjan, au cœur du pouvoir politique, nous retrouvons la nouvelle députée Belmonde Dogo, qui est aussi vice-présidente de l'Assemblée nationale. Son entrée en politique n'a pas été facile. Elle, qui s'est heurtée à un milieu culturel plutôt très conservateur. Au début, c'était difficile parce que dans ma zone, contrairement à ce que les hommes pensent, généralement on dit non, au nord, la femme n'a pas droit à la parole. Mais chez moi, la femme n'assiste même pas aux réunions en pays BT. Ça a été très difficile d'annoncer à toute la chefferie que moi, je vais être candidate, que je compte être députée, je vais être députée. Ça a été difficile. Députée de Galébré dans le centre-ouest du pays, difficile pour celle qui est à son premier mandat de concilier engagement politique et présence familiale. Cette mère de famille est obligée de jongler entre ses différents agendas pour pouvoir s'occuper de ses 2 enfants. C'est pas évident parce que tu as le programme du parti, tu as celui de l'Assemblée nationale, tu as tes populations, tu as la famille. On essaie de faire des choses. Et puis voilà. Pour ces femmes engagées en politique, le prix à payer peut être particulièrement douloureux. La sénatrice Bobi Assa en sait quelque chose. Elle, dont le domicile a été attaqué lors de la crise post-électorale de 2010. Son fils a failli perdre la vie sous ses yeux. Lors de la crise post-électorale, il était venu pour me réconforter, Il est resté pendant 2 jours et c'est au 3e jour que ces bandits-là sont revenus et qu'ils lui ont tiré dessus. Ils ont tiré et comme par hasard, c'est lui qui a reçu la décharge. Il y a longtemps que tu es là. Ce fils, le voici. Elle le retrouve pour un des rendez-vous de son suivi médical. Il garde encore
Un traumatisme de cette attaque qui visait le statut politique de sa mère. Elle a été un grand soutien pour moi. Vraiment. Je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails, mais le bras a failli être amputé. J'y pense tous les jours, franchement. Il arrive des moments où on essaie de s'évader, mais après, ça revient constamment. Pour ces deux femmes politiques, malgré les agendas chargés et les difficultés quotidiennes, une seule et même passion. La joie de l'engagement au service de leur communauté. Immersion dans le quotidien de deux femmes élues, dossier politique signé ce soir, Sidonie Davila. Cap sur l'Assemblée nationale pour parler du démarrage des activités des différentes commissions de l'hémicycle. Les députés ont adopté le calendrier des travaux parlementaires pour la période de septembre à novembre et la décision du Conseil constitutionnel relative au règlement de l'Assemblée nationale. Konaté Moussa. 2 points sur la table des députés à cette session ordinaire. Il s'agit de l'examen et adoption de l'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période de septembre à novembre 2018 et l'examen et adoption du règlement de l'Assemblée nationale après décision du Conseil constitutionnel. Des propositions adoptées par l'ensemble des députés. Le règlement de l'Assemblée nationale a été adopté sous réserve de quelques observations faites par la Cour constitutionnelle. La plénière tout à l'heure a pris en compte ces remarques du Conseil constitutionnel. Nous considérons que cela est fait déjà. Pour les activités futures, les parlementaires souhaitent la présence des membres du gouvernement invités à l'hémicycle pour débattre de certains sujets. Les députés ont toujours interpellé le bureau de l'Assemblée nationale sur l'absence des membres du gouvernement qui ne répondent pas à temps ou qui ne répondent pas du tout lorsqu'ils sont invités au Parlement ivoirien. Sur cette question, nous avons eu une séance de travail avec le ministre à charge des institutions de la République, le ministre Kafana, qui effectivement a noté qu'il allait transmettre le message des parlementaires, à ses collègues et notamment au président de la République. Le calendrier de travail adopté, les semaines à venir verront donc les différentes commissions de l'Assemblée nationale à la tâche. On l'a annoncé hier, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, a commémoré hier, mercredi 19 septembre, la disparition de feu le général Robert Gueye, président fondateur du parti. Recueillement, prières et émotions à la maison du parti hier, à la maison du parti Arc-en-Ciel à Cocody. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. 19 septembre 2002, 19 septembre 2018. 16 ans que le général Robert Gueye a disparu. Les militants de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, parti dont il fut le fondateur, n'ont pas voulu passer sous silence la date à laquelle il a été arraché à l'affection des siens. Venus des différentes régions du pays, ces militants se sont rassemblés à Abidjan pour se souvenir de celui qui hier les a rassemblés autour du parti. Nous sommes là pour prier pour lui, pour prier pour le repos de son âme, le repos de l'âme de son épouse, pour prier pour le repos de l'âme de tous ses compagnons qui sont partis ce jour. Nous sommes là pour prier pour sa famille, pour ses enfants, afin que tous, dans ce qu'il leur a laissé de chair, puissent grandir dans la santé et dans la paix. Au-delà de cette cérémonie d'hommage, qui selon les organisateurs va continuer jusqu'à la fin de cette semaine dans la région natale du défunt président de l'UDPCI, l'actuel président du parti Arc-en-Ciel pense que c'est dans l'union, la solidarité et le pardon que l'œuvre de développement du pays, à laquelle feu Robert Gueye a participé, peut se poursuivre. Nous avons souffert, et nous UDPC en particulier, de cette longue crise dont nous avons peine à nous sortir. J'ai foi que nous saurons nous rassembler et l'UDPC et son président joueront un rôle essentiel dans le rassemblement des Ivoiriens, dans le rétablissement d'une Côte d'Ivoire en laquelle nous ayons tous confiance. Piquet d'honneur, prestations d'artistes ont été les autres moments forts qui ont marqué cette cérémonie d'hommage au siège de l'UDPCI.
En images, la semaine du film ivoirien au Maroc, semaine ouverte le jeudi 13 septembre dernier et qui se poursuit à Rabat. Les réalisateurs ivoiriens font sensation par la qualité de leur production cinématographique. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. L'actualité dans le monde au pas de course. On commence par le Libéria où 15 personnalités sont interdites de sortir du pays depuis l'éclatement d'un scandale autour de la disparition de conteneurs et de sacs remplis de billets de banque. Laurent Sachaud et Herman Guivet. Un scandale a éclaté au Libéria autour de la disparition de conteneurs de sacs remplis de billets de banque. Depuis le début de la semaine, l'affaire des présumés millions de dollars disparus au Libéria fait la une des quotidiens du pays. L'enquête a confirmé que le montant total de l'argent disparu est de 15 milliards de dollars libériens, soit 83 millions d'euros. Sur la liste des personnes ciblées figure le fils de l'ancienne présidente du Libéria, mais aussi l'ex-chef de la Banque centrale du Libéria. Pour les besoins de l'enquête ouverte, Monrovia vient d'interdire de voyage une quinzaine de personnalités. La Commission électorale nationale indépendante congolaise vient d'annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Sur les 25 candidatures enregistrées, ils ne sont qu'au total 21 à concourir pour la magistrature suprême. Cette publication est sans surprise. Les poids lourds de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Moussito et Moïse Katumbi, sont écartés du scrutin. Au moins 58 morts, c'est le bilan des violences entre communautés ethniques dans la périphérie ouest d'Addis Abeba en Éthiopie. Selon les témoignages, ce sont des bandes de jeunes Oromos qui s'en sont pris à des minorités ethniques qu'ils disent vouloir chasser de leurs terres. Ces conflits touchent désormais la capitale, des violences qui ont fait des millions de réfugiés internes. Retrouvez ce 20h sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.rti.ci. Bonne soirée à tous.